Bonjour. J'adresse tout d'abord mes remerciements au laboratoire, à Laurence Salé, à mes co-organisateurs, aux participants, aux intervenants. Je me réjouis d'être là aujourd'hui et de voir que les discussions qui peuvent et les échanges que nous avons pu avoir autour d'une table à Cracovie ou au cours des déjeuners à l'université se concrétisent en une rencontre qui, je l'espère, j'en suis sûre, sera un beau colloque. Alors, l'objet justement de cette rencontre est évidemment d'étudier les rapports entre l'Église et l'État, et c'est ce que nous allons faire d'abord dans une perspective historique, ou plutôt selon les différentes perspectives historiques qui vont nous être présentées. Et je laisse donc sans plus attendre la parole à Gilduin Davy pour son intervention sur le Père, le Fils et le Saint, les trois piliers de la Res Publica Normanorum. Merci Madame la Présidente. Avant toute chose, c'est l'usage, mais c'est aussi un plaisir. Peut-être puis-je avoir un micro, c'est ça ? Bien sûr. Merci beaucoup. Voilà, ça marche. Merci. C'est l'usage, mais c'est aussi un plaisir de remercier les organisateurs de ce colloque, Cécile Bargue et Nicolas Aupet. Je les remercie d'autant plus que... Et Géraldine, pardonnez-moi. Un peu plus fort ? Bien. Je les remercie d'autant plus que lorsque j'ai présenté à Nicolas le thème de ma communication, je pensais qu'il allait la jeter au canard, en disant mais ça n'a strictement rien à voir avec nos problématiques. Au contraire, il l'a accueilli avec enthousiasme et pour ça aussi, je le remercie. L'intervention que je vais très modestement vous présenter s'intitule, vous l'avez dit Madame la Présidente, le Père, le Fils et le Saint, les trois piliers de la Res Publica Normanorum. Le tout premier monument de l'historiographie médiévale normande, la complainte sur l'assassinat du duc Guillaume Longue-Épée, rappelle de manière lapidaire le mystère de l'unité trinitaire, à savoir trois sont un et un et trois, tria unum atque unum tria esse. C'est là annoncé l'ancrage précoce au milieu du Xe siècle du dogme de la Sainte Trinité dans l'histoire normande, avant même que saint Anselme ne jette les bases de son argumentation ontologique. Cette complainte a vraisemblablement été composée dans l'entourage de l'abbé Martin de Jumièges, à qui est attribuée la première manifestation en Normandie d'un autre principe trinitaire, celui de la tripartition fonctionnelle, jadis mise en lumière par Georges Dumézil. Ce principe de l'unité et de la complémentarité de trois en un, qu'elle soit théologique ou sociale, semble donc profondément implantée dans la culture de la première Normandie. Or, elle nous est présentée sous un troisième angle, celui de l'idéologie juridique, dans l'une des plus célèbres pièces de l'historiographie médiévale normande, c'est-à-dire le De Moribus et Actis Primorum Normaniae Ducum, des mœurs et des actes des premiers ducs normands, composé à la charnière des Xe et XIe siècles par le chanoine Picard Dudon de Saint-Quentin. Cet ouvrage ajoute en effet au principe trinitaire une inflexion métaphysique qui, nous allons voir, n'est pas dénuée de sens politique. Le De Moribus de Dudon, probablement intitulé Historia Normanorum, a très longtemps eu mauvaise presse auprès des historiens de la Normandie. On critiquait Dudon pour un style empoulé et parfois pour son imagination. Mais depuis quelques décennies, il a été lentement mais sûrement réhabilité et on s'est aperçu qu'il constituait, ou son ouvrage constituait, une étape essentielle dans la compréhension des mécanismes mentaux liés aux enjeux du pouvoir et à la lente maturation de l'idée d'État. À travers son De Moribus, il est en effet apparu que le chanoine nous livrait non seulement une histoire officielle de la gens Normanorum, mais aussi le tableau d'un phénomène idéologique amené à légitimer les prérogatives du duc normand et destiné à faire de ce dernier l'un des plus grands princes d'Occident. L'ouvrage se décompose en 4 livres, chacun ayant un sujet particulier et un rôle déterminé. Le premier livre est consacré au viking Hasting, et ce dernier semble avoir une vocation particulière parce que Hasting n'est pas membre de la dynastie ducale et ses tribulations se situent nettement en amont de la naissance de la Normandie. Archétype même du pirate scandinave, à la fois brutal et roublard, Hasting fait ici figure de repoussoir. Le livre qui lui est consacré se distingue donc très nettement
des 3 autres parties qui composent le De Moribus. Ces dernières forment une unité remarquable, restituant chacune des 3 étapes de l'histoire initiale de la Normandie. La première de ces parties est consacrée à Rollon, le fondateur du duché, à qui le roi Charles le Simple, c'est très connu, a été contraint de céder une part du royaume de Neustrie lors du fameux traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911. La deuxième partie est consacrée à Guillaume Longue-Épée, son fils, restaurateur du monachisme en Normandie, mais traîtreusement assassiné par les sbires du comte de Flandre en 942. Enfin, la dernière partie de l'ouvrage de Dudon est consacrée au duc Richard Ier, dont Dudon fait achever le règne en 996 par une véritable sanctification de la personne ducale, sa dépouille exhalant, nous dit-il, les plus suaves odeurs, ce qui est là, nous le savons, le signe manifeste de toute sainteté. 3 vies pour circonscrire une seule puissance, la puissance ducale. Voilà finalement le but poursuivi par Dudon de Saint-Quentin. Son intention n'a donc pas été de restituer une vérité historique, celle des premières décennies de la Normandie, mais de conforter pour le futur l'autorité des ducs, autant à l'intérieur même des frontières du duché que plus globalement sur l'échiquier politique du royaume des Francs. Et pour nous convaincre de la réussite de son entreprise, prenons, si vous le voulez bien, le témoignage que nous livre l'historien bourguignon Raoul Glabert, une vingtaine d'années après Dudon, qui nous narre la Normandie, ou l'état de la Normandie sous le règne de Richard II, à qui justement Dudon a dédié son ouvrage. Toutes les régions de la Normandie se trouvaient sous la domination des ducs, nous dit-il, et paraissaient comme une commune maison unie par les liens du sang, ou comme une même famille vivant dans l'harmonie d'une foi inviolable. La réussite de Dudon résulte certainement du schéma apparemment simple qu'il a poursuivi. Il a en effet transcrit au plan historique le schéma trinitaire existant au plan dogmatique. Ainsi, les 3 premiers ducs normands, Rollon, le fondateur, Guillaume, le martyr, et Richard, le saint, disposent-ils, sous la plume du chanoine, d'une véritable fonction politique dans un jeu de complémentarité et d'unité qui cerne les contours d'un officium ducis en devenir. En conséquence, le De Moribus place le fait religieux au cœur de la genèse de l'État, à tout le moins du proto ou d'un proto-État, et cela à travers 3 vitae successives mais complémentaires, la première étant, et j'entame celle-ci, consacrée au père, à Rollon, le père fondateur. L'interprétation religieuse du phénomène viking n'est pas propre au récit normand du Xe siècle. Et dès le siècle précédent, les doctes carolingiens ont vu les invasions scandinaves comme la manifestation du bras vengeur du Seigneur destiné à punir le peuple franc pour ses péchés. Autour de l'an 1000, toutefois, l'originalité de Dudon tient à une nouvelle perspective, celle de la prédestination. Selon lui, la naissance de la Normandie ne doit à rien au hasard et a été conditionnée par un songe célèbre que Dieu lui-même a inspiré à Rollon. Durant son sommeil, le conquérant scandinave voit en effet apparaître une haute colline. À son sommet trône une fontaine autour de laquelle voltigent des milliers d'oiseaux aux ailes colorées. Rollon, ne sachant interpréter cette vision, fait appel à la science d'un captif chrétien, captif qui lui enseigne que, à travers ce rêve, c'est la volonté de Dieu lui-même qui s'est manifestée, le Seigneur ordonnant aux chefs vikings de gagner aussitôt la France, de s'y faire baptiser, ainsi que ses milliers de guerriers. Dès lors, sous la plume de Dudon, la naissance de la Normandie consiste en la réalisation d'un plan prédestiné, correspondant à un ordonnancement divin du monde. Naturellement, il convient de s'arrêter sur cette perspective qui, à la suite de Dudon, tous les historiens de la Normandie médiévale, Guillaume de Jumièges, Robert Vasse, vont intégrer à leur propre récit. Ce songe, en effet, engage un processus destiné à mettre en valeur, à travers l'expiation et la régénération, la fondation du duché normand. Le périple de Rollon, depuis le Danemark jusqu'à la vallée d'Assen, où il reçoit le baptême des mains de l'archevêque de Rouen en 912, a pour ultime aboutissement l'expiation des exactions et prédations commises par la gens Normanorum depuis le début du IXe siècle. C'est là le sens de l'expurgatio
que prophétise le captif chrétien lorsqu'il est interrogé sur la vision de La Fontaine, comme le sens des 7 jours d'expiation qui suivent le baptême de Rollon, 7 jours au cours desquels Rollon, le nouveau duc, a restitué leurs biens à 7 établissements monastiques jadis pillés par les Vikings. Dès lors, la symbolique du baptême de Rollon annonce 2 choses. D'abord, la réparation des offenses commises à l'encontre de Dieu et de son peuple. Ensuite, la régénération au sein d'une terre désertée par ses habitants qui ont fui les invasions scandinaves, une terre rendue à la virginité au cœur d'un royaume de France que Dudon nous dépeint en pleine décadence. « France », déclare-t-il à l'entame de son ouvrage, « toi qui étais brave, dur, fier, robuste, faisant les lois, donnant l'exemple, maintenant tu supportes le poids de tes mauvaises actions, tu ne tiens plus aucun compte des lois, par l'abondance de toutes sortes d'abondance, méprisant les mandats du Seigneur qui retentissent dans les cieux. » En bref, à une France décrépite se substitue une Normandie convertie à la foi, et au peuple franc se substitue un nouveau peuple élu, le peuple normand, gagné à la repentance. À travers ce récit, Dudon parvient à la synthèse de 2 traditions distinctes. D'abord, la tradition franque, et manifestement, le chanoine connaît fort bien l'œuvre de Grégoire de Tours, qui décompose, nous le savons, en plusieurs séquences hagiographiques, la vie du premier roi des Francs, depuis l'annonce de son rôle messianique jusqu'à sa mort pacifique. Le De Moribus se situe ainsi à la frontière de l'hagiographie. Mais à côté de la tradition franque, Dudon s'est considérablement inspiré de l'héritage antique, et plus spécialement de l'Énéide. La chose n'est guère originale, tant on sait que l'ombre d'Homère plane sur les récits d'origine du haut Moyen-Âge. On se souvient par exemple qu'au IXe siècle, Nennius fait descendre Brite, l'ancêtre des Anglais, de Silvius, qui fut fils d'Énée. Il n'empêche, la trame du De Moribus se révèle singulièrement analogue à celle suivie par Virgile, depuis le remploi des songes prophétiques jusqu'à la détermination d'une origine commune, puisque Dudon fait descendre les Danois d'Anténor le Troyen, qui, comme jadis Énée, a été contraint de fuir sa cité en ruine. Dans sa volonté d'associer dans une même légitimité historique les Romains et les Normands, Dudon nous offre une proto-histoire destinée non pas seulement à justifier la venue des Vikings en France, mais surtout à présenter Rollon à l'égal de ce que fut Énée, c'est-à-dire un guide qui préfigure le titre de recteur du peuple normand, qui, on le sait, sera un élément clé du décorum officiel des ducs de Normandie au XIe siècle. Le parallèle entre Rollon et Énée est d'autant plus révélateur des intentions de Dudon que ce dernier attribue au premier duc normand à la fois les qualités et les attributs du fondateur troyen. Ces qualités d'abord, parce que, à l'instar d'Énée, Rollon nous est présenté comme détenteur d'un charisme, d'une majestas, qui justifie son pouvoir, c'est-à-dire sa superioritas. Ses prérogatives ensuite, à savoir son aptitude à jeter les bases d'un nouvel État, et c'est sur ce point qu'il me faut un instant insister. 2 gestes fondateurs suivent en effet immédiatement le baptême de Rollon. En premier lieu, Dudon nous dit, dans un passage célèbre, que Rollon divisa au cordeau les domaines de sa conquête et les répartit ensuite entre ses compagnons. Peut-être faut-il y voir un renvoi direct au chant 5 de l'Énéide, lorsque Virgile nous dépeint son héros en train de dessiner à la charrue le tracé de la future cité et de tirer au sort les demeures. En tout cas, au XVIIIe siècle, Montesquieu verra dans ce partage compté par Dudon l'acte fondateur de la République normande. En second lieu, le chanoine nous indique que Rollon révéla au peuple les droits et lois éternels décrétés par la volonté des grands. La formule employée, iura et leges, appartient là encore au registre virgilien. Et on se souvient que Didon de Carthage avait jadis donné des lois et droits à ses peuples, iura dabat legesque. Par ce biais, Rollon édicte un droit qui se trouve à la charnière de l'humain et du divin, entre le ius et le fas, et il établit un lien juridique constitutif de la communauté qu'il dirige désormais. Dorénavant, la Normandie forme une civitas pleine et entière, soumise au pouvoir normatif de son duc. Il y a de surcroît, à mon sens, une dimension parabolique dans les lois qu'aurait édictées le fondateur normand si l'on s'en tient à la seule et très fameuse paix de la charrue qu'il aurait ordonnée.
Rollon s'y substitue à la Cérès de Virgile ou d'Ovide en tant que garant de la fertilité du duché. On ne doit pas porter atteinte au soc des charrues laissées dans les champs. Voilà ce que le Rollon aurait imposé en son duché. Mais il réalise encore par là un projet biblique par lequel les guerriers transformeront leurs glaives et leurs lances en hoyaux et en serpes. En d'autres termes, selon Dudon, l'ordre que Rollon instaure est un ordre de paix. C'est là une vision certes mythifiée des premières décennies de la Normandie ducale, mais qui jette les bases d'un plan quasi messianique en passe de se réaliser. Au terme d'un tel labeur, et on comprendra aisément, le livre 2 du De Moribus s'achève sur l'abandon par le duc de son pouvoir au profit de son fils Guillaume, et j'en viens donc à la deuxième partie de ce plan présenté par Dudon, consacré à Guillaume, le fils martyr. Consumé par la tâche, accomplie, écrit Dudon, pardonnez-moi, Rollon convoque les grands de son duché et devant eux cède à son fils toute sa terre. Plaçant leurs mains dans celles de Guillaume, ceux-ci prêtent serment de fidélité. Alors à un moment où la succession héréditaire n'est pas encore consacrée, le duc recourt ainsi au vieux procédé de l'association anticipée. Et l'opération est réitérée, nous dit Dudon de Saint-Quentin, à une date plus tardive, mais que l'on situe généralement entre 917 et 925. Cette fois-ci, l'initiative revient au grand du duché, rendu sans force par l'infirmité, compte Dudon, dévoré par l'âge, Rollon n'est plus apte à gouverner. Alors, naturellement, les grands effrayés par cette situation, et se souvenant de l'engagement qu'ils avaient naguère pris au profit du jeune Guillaume, viennent trouver leur duc et le supplient unanimement de désigner celui qui dorénavant les commandera. L'épisode est capital. D'abord parce qu'il nous montre maintenant un duc dans toute son humanité, atteint par les limites de l'âge, dans l'incapacité de remplir le ministère qui lui a été confié par le Seigneur. Certes, il a été guidé par Dieu vers les rivages du royaume des Francs, mais il n'en reste pas moins un prince pécheur, à peine engagé dans la voie de la rédemption. Ensuite, malgré la conversion des Normands que Dudon nous présente comme accomplie, les travaux d'Olivier Guillot, la lecture des travaux d'Olivier Guillot permettent de considérablement nuancer ce point. Eh bien, malgré la conversion des Normands que Dudon nous présente comme accomplie, la nouvelle gens Normanorum n'est encore présentée qu'à l'état gestatif. La désunion menace et met en péril la Respublica, ideoque publicares annulata dissipatur, arguent les Normands. Rollon n'a donc finalement pu parvenir au terme de sa tâche, et quoique le duc soit pour l'heure le seul élément structurant et fédérateur, il ne peut plus assumer sa mission. Guillaume Longue-Épée succède donc à son père. Pour autant, ce règne s'inscrit dans une parfaite continuité avec celui-ci, comme l'atteste l'incise du chanoine, indiquant que Guillaume gouverna fermement la Normandie, conformément aux lois paternelles. Son avènement n'en marque pas moins une nouvelle étape dans l'histoire de la Respublica Normanorum. Sous son autorité, le peuple normand achève de se muer en une société chrétienne, selon une organisation conforme à la volonté divine. Dans le récit dynamique de cette mue, Dudon intègre cependant un élément cathartique, destiné, comme a pu l'être le livre de son ouvrage consacré à Hastings, à être refléter une sorte de repoussoir à l'unité. La révolte de Riulf, narrée par Dudon, illustre en effet autant l'imperfection encore sensible de la société politique normande au premier quart du Xe siècle que la progression de la personne ducale vers une sorte de perfection christique. En substance, de quoi s'agit-il? Riulf, chef viking, reproche au duc Guillaume de privilégier l'entourage des seigneurs francs au détriment de ses compagnons d'origine scandinave. Alors probablement, Dudon se fait-il ici l'écho des difficultés que le pouvoir ducal a pu rencontrer dans les années 920-930 pour s'imposer à l'ensemble des bandes vikings disséminées sur l'ensemble du duché. Mais surtout, il nous présente ces réfractaires comme hostiles au principe d'une hiérarchie voulue par Dieu et comme les représentants d'une nation encore impie et perfide, uius perfidiae populi. La bataille qui s'annonce est donc placée sous le signe de l'ordre et de la foi. Guillaume, à l'instar de Géraud d'Aurillac, exemple dont Dudon s'est manifestement inspiré, apparaît comme le chef de la milice du Christ combattant les hordes du paganisme. Et comme l'abbé de Cluny l'a fait pour Géraud d'Aurillac,
Dudon semble jouer sur la polysémie du terme Mills selon une ambivalence qui est à la fois profane et spirituelle pour justifier, bien évidemment, la victoire que Dieu offre au duc Guillaume. Mais la Providence intervient à un autre titre à ce moment précis du duché. Revenant victorieux du champ de bataille, Guillaume apprend par l'un de ses chevaliers venus de Fécamp que sa consorte, c'est-à-dire sa concubine, vient de mettre au monde un fils que Guillaume ordonne immédiatement de baptiser. De cette naissance, Dudon nous dit, dans l'apostrophe qui suit immédiatement, « Ce digne héritier qui est le tien, une digne couronne pour prix du sang lui sera donnée, lui qui fermement dirigera un jour le peuple d'un juste gouvernement et dont le nom dignement loué sera connu de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. » En d'autres termes, lorsque Dudon nous narre la naissance du futur Richard Ier, il nous annonce l'avènement d'un véritable élu. Revenons un instant sur l'emploi du terme Mills que nous venons d'apercevoir et qui n'est pas encore à l'époque de Dudon de Saint-Quentin l'attribut exclusif de la société chevaleresque. Mills, que l'on traduit communément ou habituellement par chevalier, et ce sera fondamentalement le cas au XIIe siècle, à la charnière de l'an 1000, devrait plutôt être traduit par milicien ou combattant. Et l'exemple de combattant que Dudon de Saint-Quentin a à l'esprit, c'est l'exemple que nous a livré, ou plutôt que lui a livré le travail, ou plutôt les écrits, que lui ont livré les écrits de Bède le Vénérable, qui a narré les vies des rois de Mercie, d'Essex ou de Wessex, qui sont montrés par Bède comme des milites regni coelestis, c'est-à-dire des combattants du royaume du Christ, qui, au terme de leur vie, entrent en monastère. Or, Dudon s'est appuyé sur ces exemples-là de Bède le Vénérable pour bâtir cette partie de son ouvrage consacrée à Guillaume Longue-Épée. En effet, une fois qu'il a réduit la révolte de Riulf, Guillaume Longue-Épée s'est attaché à restaurer l'abbaye de Jumièges. Et il fait part à l'abbé Martin de son désir d'abandonner le siècle pour prendre l'habit monastique. Alors Martin de Jumièges, immédiatement, tente de l'en dissuader. Il tente de l'en dissuader en alléguant un ordonnancement de la société voulu par Dieu. Dans cet ordonnancement, explique l'abbé au duc, chaque individu se voit attribuer un rôle spécifique, un labor, dont il ne peut se départir, explique-t-il, car chacune des trois composantes sociales, les laïcs, les clercs, les moines, reflète la Trinité céleste qui est une en Dieu. Le duc, poursuit Martin, ne peut abandonner l'ordre des laïcs pour gagner, comme il le souhaite, l'ordre des moines, car ce serait non seulement abandonner sa charge, mais plus encore mettre en péril la société tout entière. En d'autres termes, à ce moment du récit, le duc reste absorbé par la fameuse tripartition fonctionnelle. Dudon n'adopte pas pour autant le schéma laonnais de son maître Adalbéron, et il semble se diriger vers la voie de Habon de Fleury, ou plus probablement d'Éric d'Auxerre, dont il puise l'identification des moines au troisième ordre, c'est-à-dire ceux à qui le siècle a délégué le soin de veiller au salut de toute la communauté à travers l'oraison et le recueillement. Or, c'est vers ce modèle que souhaite, malgré tout, malgré les conseils dispensés par l'abbé Martin, c'est vers ce modèle que souhaite se diriger le fils de Rollon. Sa décision de devenir moine étant prise, Guillaume veut donc remettre sa couronne à son propre fils Richard, comme son père l'avait fait avant lui. Nul autre que sa seule conscience chrétienne ne l'y contraint cependant, ni l'âge, ni la fatigue, ni les grands. À ce stade, force est de reconnaître que la métamorphose du chef scandinave en prince chrétien est en passe d'être achevée, et tout comme Géraud d'Aurillac, Guillaume est déjà moine de cœur, sinon d'État. Hélas, c'est à ce moment du récit que Dudon fait intervenir la requête de Herluin de Montreuil en querelle avec le comte Arnoul de Flandre. Or, Guillaume ne peut pas abandonner son ministère si la paix n'est pas assurée aux frontières nord de son duché. Le duc accepte donc de différer son entrée en monastère et d'entrer en pourparlers avec Arnoul de Flandre. Dudon en profite alors pour accorder un surplus de sacralité à la dynastie ducale. Certes,
Guillaume peut être décrit comme injuste parce que sa vie a été une vie de vertu, mais cela se révèle encore insuffisant pour faire de lui un élu. Il faut qu'intervienne l'ultime étape du livre qui lui est consacré, c'est-à-dire le martyre. Guillaume, on le sait, est traîtreusement assassiné par les hommes d'Arnould de Flandre à l'entrevue de Piquigny en 942. Or, cet ultime épisode de la Vita qui lui est consacré est montré par Dudon comme un véritable combat eschatologique, le chanoine présentant les assassins comme animés d'un esprit diabolique. Plus que le statut de Mils Christi, de combattant du Christ, que Guillaume endosse une nouvelle fois, c'est au statut de martyr que son assassinat lui permet d'accéder. Et cette nouvelle étape, dans l'histoire des premiers ducs normands, va se révéler capitale. D'abord parce qu'elle offre une analogie du duc au Christ souffrant, terminant un processus de rédemption engagé au début du récit. D'une certaine manière, le martyre du fils achève la purgatio entamée par la conversion du père. Ensuite, cette étape termine une vie de vertu consacrée à Dieu et offre à la société aristocratique un modèle de conduite à suivre. Enfin, elle pousse plus encore l'institutionnalisation de la personne ducale à travers un véritable modèle de sainteté, ce qui m'amène au dernier livre du De Moribus, consacré à Richard Ier, le Saint Duc. Au terme du livre consacré à Guillaume Longuepée, la réalisation de la Respublica Normanorum n'est pas encore terminée. Elle ne le sera qu'avec l'avènement du processus de construction de l'institution ducale. Or, le terme Respublica apparaît à 15 occasions dans le De Moribus de Dudon de Saint-Quentin. Cette fréquence mérite d'être soulignée dans le sens où les sources avérées que Dudon a pu employer pour la rédaction de son ouvrage n'offrent pas une telle utilisation du mot Respublica. Que l'on tente un rapide sondage. 4 emplois du mot Respublica dans la vie de Saint-Germain d'Éric d'Auxerre, que Dudon a employé, 2 emplois dans les miracles qui ont été rédigés par Éric, que Dudon a employé encore, 2 emplois du mot Respublica dans l'Apologeticus d'Abon de Fleury, un seul dans la vie de Saint-Edmund qu'Abon a composé, et 3 emplois du mot dans la collectio que Abon a adressée à Hugues Capet et à Robert le Pieux. Alors que l'on révèle 22 mentions du mot Respublica dans la correspondance de Gerbert de Reims et 18 mentions du terme dans l'Historia de Richer de Reims. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout simplement qu'on peut pressentir que chez Dudon, comme chez les tenants de ce que l'on pourrait appeler la nouvelle école rémoise, qui, on le sait, est très attachée à l'héritage antique, le terme Respublica fait appel à un concept qui restait opératoire. D'autant que cette impression se confirme à l'analyse de l'emploi des occurrences de Respublica dans le De Moribus. La majeure partie des 15 mentions auxquelles je faisais allusion se trouve en effet concentrée dans le livre 4, consacré à Richard Ier. Les mentions dans les 3 livres précédents sont globalement inscrites dans le registre négatif de la décadence de l'État. C'est le cas quand Dudon évoque les difficultés que rencontre le royaume du Danemark avant l'exil de Rollon. C'est le cas lorsque Dudon nous narre l'état du royaume franc confronté aux invasions vikings. C'est le cas lorsque Dudon nous narre la situation du duché confronté à la sénilité de Rollon. Et c'est encore le cas lorsque Dudon nous narre les quelques mois qui précèdent l'assassinat du duc Guillaume Longuepée. En revanche, le 4e livre, consacré à Richard Ier, multiplie les emplois du mot Respublica dans un registre nettement plus positif, voire carrément laudatif. Dudon écrit par exemple que Richard a embelli l'état de la Respublica, laquelle, continue-t-il, était fermement régie sous son règne, et par son jugement, poursuit-il, il a prodigué à l'État des choses bénéfiques. Dorénavant, écrit Dudon, la France tout entière, lavée du poison d'une inimitié funeste, voit la Respublica embellie par la gloire du duc. En d'autres termes, le règne de Richard annonce une véritable renaissance de la République. Vraisemblablement, l'emploi du terme romain ne peut se limiter au seul registre de la pédanterie stylistique dont on a souvent accusé Dudon. Il révèle plutôt une intention avérée de translater les prérogatives du princeps, à tout le moins du rex, au profit du duc normand. Richard, écrit donc Dudon, tenait tel un roi la monarchie de la région de Normandie, tenet secuti rex monarchiam Normanniae regionis. Et à bien des égards, l'image du duc
que Dudon esquisse est calqué sur l'image du roi, l'institution ducale dont il jette les bases, épuisée dans l'institution royale. Le De Moribus répète donc que Richard Ier était vengeur, vindex, custos enfoncerque soyez patriae luculantus, luculon, grand défenseur et gardien de sa patrie, moderator ixarum insignis, modérateur, insigne des querelles, in operibus ilius aequitas splendebat, dans ses œuvres resplendissait l'équité. Conformément à l'idéologie post-carolingienne dans laquelle il baigne manifestement, le prince dont Dudon esquisse les contours est vu comme un pater, investi de la mission divine de protéger une patria communis identifiée à la patria Christianorum. À ce titre, c'est donc bien sous le règne de Richard que s'achève un processus de régénération engagé par le baptême de son grand-père, Rollon. Mais dès lors, le statut du duc a changé. Lorsque Dudon écrit que Richard est capable de contraindre les moines, les chanoines et les laïcs à se soumettre à la loi de Dieu, le duc, contrairement à ce que présentait encore la vie de Guillaume, n'apparaît plus intégré à l'un des trois ordres, mais au-dessus d'eux, comme le seul garant d'un ordonnancement social conforme à la volonté de Dieu, dont Richard apparaît comme le véritable intermédiaire. De sorte que au Christ souffrant, mis en lumière dans la vita de Guillaume, succède dorénavant le Christ régnant, dont la fonction essentielle est d'assurer la paix et de veiller à ce que s'accomplisse la loi divine, comme l'atteste la formule de Dudon, Christi praecepta fideliter ad implens, Richard accomplissait fidèlement les préceptes du Christ. Richard finit donc par incarner non plus comme son père le saint martyr, mais le saint confesseur qui, par la pratique des vertus chrétiennes, est parvenu à remplir parfaitement les tâches de son ministère. C'est à ce motif, écrit Dudon, que nous déclarons Richard à la fois saint et sacré, car tous les dons des béatitudes évangéliques s'appliquent à sa personne. On peut en déduire que, dans la ligne néo-platonicienne d'Éric d'Auxerre, Dudon voit dans la personne du duc les manifestations fonctionnelles de l'unité, de l'un à la fois singulier et multiple dans ses actions. Dès lors, faut-il nous étonner que ce soit en présence de Richard Ier que se révèlent les mystères de la Sainte Trinité, notamment à travers la légende du sang précieux, située justement à la fin de son règne. C'est en effet à Fécamp, à la fois Nouvelle-Jérusalem et ersatz des palais abbatiaux carolingiens, que s'achève tout à la fois le périple du Saint Graal, la révélation du Saint-Mystère et la translation des régalias au profit du duc normand. Au final, les grilles de lecture de l'ouvrage de Dudon sont multiples. D'abord, et avant tout, il s'agit de dresser une généalogie des ducs de Normandie sur la base d'une histoire officielle de la dynastie ducale. Ensuite, le De Moribus entend donner corps à une communauté normande en pleine mutation à l'orée de l'an 1000 et lui conférer à la fois une origine prestigieuse, à l'instar des Romains, des Francs ou des Bretons, et une sorte d'éthique sociale et politique. Enfin, last but not least, si vous me le permettez, Dudon trace à travers un triptyque de Vitae les contours d'une institution ducale, entendue comme la reproduction d'un schéma ministériel engagé par la tradition isidorienne et largement consolidé à l'époque carolingienne. Pour autant, peut-on en déduire que son usage vraisemblablement réfléchi du terme res publica permet de conclure à la naissance d'un État normand à la fin du Xe siècle. La question, naturellement, est bien trop large pour le temps qui m'est laissé, mais je me limiterai simplement à dire que le fait religieux restitué par le De Moribus ne participe peut-être pas à l'élaboration d'une abstraction étatique, mais qu'au terme de leur métamorphose, les pirates vikings sont devenus des princes sanctifiés, placés à la tête d'une république chrétienne. Le De Moribus nous livre donc en définitive, à travers trois vitae successives, les étapes historiques qui légitiment une unité trinitaire et institutionnelle, échafaudant un modèle de gouvernement que les ducs normands du XIe siècle, puis les rois anglo-normands du XIIe siècle seront amenés à suivre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que ça nous montre très bien comment le fait religieux peut être à l'origine de la construction
de l'état, ou en tout cas de ces formes, des formes qui l'ont précédé. Et ça me fait penser d'ailleurs à une très belle exposition de peinture qui se tenait il y a quelques mois au musée du Luxembourg sur le rêve, et qui justement montrait les représentations des songes qui ont été déterminants dans l'histoire. Et là, on voit bien à l'origine, hein, si j'ai bien compris, que le songe a été justement la manifestation, ou en tout cas le biais qui a été... Enfin, ça a été une voie divine, quoi, hein, qui a permis à Rollon d'envisager son projet futur.